en vous souhaitant pour l'enregistrement la bienvenue à la séance technique de l'ASCPF du mois de septembre. Une séance technique avec un invité dont on avait vu déjà quelques photos. Et je vais laisser pour tout le monde Cyril le présenter. Ah, faut que je présente mon fils. Très Ah bien. ouais. Très bien. Eh bien, c'est Gaspard a 17 ans. Tu fais de la photo depuis combien d'années, Gaspard, maintenant? Depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il s'est mis à faire de la photo. Il a débuté en fait lors d'un premier séjour qu'on a fait en Afrique ensemble, où j'avais mis dans les mains un boîtier et un téléobjectif. Ça lui a beaucoup plu, il s'est pris au jeu. Je lui ai expliqué brièvement les principes de l'exposition et voilà, il a très très vite compris comment gérer un boîtier, que ce soit au niveau composition, au niveau réglage. Et puis après, Gaspard s'est intéressé d'un peu plus près à la photo macro, à la macro-photographie. Je pense qu'il y a pris beaucoup de plaisir parce que ça lui permet d'être assez créatif, d'expérimenter beaucoup de choses. Et maintenant, ça devient une activité très présente durant nos vacances quand on est dans le parc de la Vanoise, de faire de la photo macro ensemble. Hein. On essaie, dans la mesure du possible, de faire des sorties à deux, des fois à trois, quand il y a des copains qui sont là, comme Bernard. Euh, mais aussi, Gaspard, des fois, se lève tout seul pour expérimenter des choses. Euh, L'air de rien, Gaspard commence à être un petit peu présent sur les expos, puisque sa première expo, c'était à Rambouillet il y a 2 ans maintenant. Il a enchaîné après Rambouillet sur Vambrechy, sur Tignécourt et Photobrac l'année dernière. Ouais. Et là, cette année, bah, il va exposer à Montier le mois prochain, enfin, les 2 mois prochains, dans 2 mois. Voilà, il commence petit à petit à être connu, le gaillard. Donc c'est bien, c'est C'est cool. bien ça. Et voilà, là, il va essayer de vous présenter son boulot, alors de manière un petit peu très technique. Donc, voilà, il va falloir s'accrocher un peu parce que des fois, même moi, il me perd quand il part dans des réglages un peu compliqués. Voilà, et je te laisse la parole, Gaspard. donc aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois mon travail photographique, mon exposition, et aussi je vais vous montrer comment je fais mes pastels, ce qu'il y a principalement dans mon exposition des clics poétiques, quelques techniques en contre-jour, mais surtout principalement comment je fais de la surimpression, donc les différents modes de surimpression et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Très bien. Tu me dis quand tu veux qu'on commence à projeter. On peut y aller. On peut y aller. Alors attends, je désépingle ta vidéo pour qu'elle vienne pas en concurrence avec la projection. Et on y va. Tout l'écran. Je vais essayer de ne pas me tromper d'écran cette fois-ci. Voilà, partager. Et hop là. Voilà. Alors, les gens qui ne parlent pas, je vous invite à couper votre micro parce qu'on entend quelqu'un où il y a du bruit en arrière-plan. Donc, si vous pouvez fermer vos micros, ce serait sympa, de façon à ce qu'on entende bien Gaspard. Qui c'est qui déjeune? Voilà, c'est bon, il déjeune plus. Donc, tu peux y aller, Gaspard, on t'écoute. D'abord, je vais vous montrer mon exposition des clics poétiques. C'est sûrement par là que vous connaissez mon travail photographique, vu que mon papa vient, comme vous l'a dit, elle a déjà un peu tourné. Donc, Vas-y, Olivier, ouais. vas-y. Olivier, on voit tout ton écran là. On voit quel écran? Ah, vous voyez pas le bon. Ah, Non,
On voit Bah ouais, nos... bon alors attends, je repars à zéro, on rembobine. Oh, les vacances, hein, c'est... On oublie tout, hein. Alors, tout l'écran, tac. Bah oui, vous êtes là. Partager. Bon, cette fois-ci, ça va le faire. Hop, c'est mieux là, hein. Ah Ouais, ouais. mieux. Allez, on y va. Beaucoup mieux. Merci, désolé. Dans cette exposition, on a principalement des fleurs et des papillons que j'ai pris en vanoise. D'abord, ça commence plutôt sur des pastels comme celle-ci et les suivantes. Je peux y aller. Voilà, une autre pastel. Celle-ci, elle a aussi été primée à Montier dans la catégorie jeune. J'ai eu le prix plante sauvage de pleine nature il y a maintenant 2 ans. Ah, 2 Ouais, ans. 2 ans. Je peux y aller. Pardon, j'ai pas appuyé dans le bon sens. Voilà, encore des pastels. Je vais vous expliquer comment on fait des ambiances très douces où on a juste le papillon posé sur sa fleur au milieu d'une grande zone de flou. Je peux passer à la suivante. Voilà. Cette image, on ne sait pas pourquoi, elle se retrouve souvent à être utilisée quand Gaspard expose. C'est souvent cette image-là qui est retenue par les organisateurs du festival, comme sur les réseaux sociaux. En fait. Ouais, communiquer. Bah écoute, c'est amusant parce que c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est la photo qui sera très bien pour faire l'illustration de la vidéo. Comme quoi, elle doit avoir quelque chose. Il y aura quelque chose, cette image. Ouais. Ça, je crois que c'est l'une des premières photos que j'ai mises dans mon expo. Elle remonte à 2020, je crois. 2021, je crois, je sais plus. Mais ouais, elle remonte celle-là. Ouais, on lui avait offert un objectif macro pour son anniversaire et c'est l'une des toutes premières sorties qu'il a fait avec. Et il a vite compris comment ça marchait. Juste pour savoir, t'as quel âge quand tu fais cette photo-là? Ouais, 14, ouais. 14 ans. Je peux passer à la suivante. Là, c'est un pastel, mais j'ai essayé d'apporter un peu plus de texture en arrière-plan, des petits mouvements à l'arrière, en, en augmentant un peu ma profondeur de champ. Je peux passer à la suivante. Ça est l'une des premières photos de papillons que j'ai faites le matin. Parce que pour les papillons, il faut savoir qu'en journée, c'est assez difficile à les prendre en photo, vu qu'ils s'envolent très facilement. Et donc, ce que je fais très souvent, c'est que je me lève tôt le matin et je pars quand il fait tout juste jour pour monter aller prendre les papillons quand ils sont encore trop humides pour pouvoir s'envoler à cause de l'humidité de la nuit et de la fraîcheur de la nuit. Et donc, comme ça, j'ai le temps de les photographier jusqu'à ce que le soleil arrive sur le papillon. Ça me laisse un peu plus de temps. Voire beaucoup de temps cet été, de manière assez atypique. Et Bernard, tu t'en souviens, on s'est retrouvé pour faire des photos de papillons jusque 11 heures passées. Ouais. On est à passer 4 heures sur le même papier. Mais vous étiez dans le brouillard? On était dans une zone à l'ombre. Ouais, c'était brumeux ce matin-là. On a pu rester un bout de temps. Et le brouillard est aussi très très bien, oui. Oui. Ah, puis ça donne des lumières qui sont douces et c'est un outil qui est assez fantastique. Ouais, c'est clair. Cette photo-là, c'est aussi une photo qui a été primée à Montier il y a 3 ans, celle-ci, dans la catégorie autres animaux sauvages de pleine nature, dans la catégorie jeune. Donc, ça a un apollon, une aurore. En fait, tous les rangs que vous voyez, c'est des pissenlits. Je suis dans un champ de pissenlits. Je peux passer à la suivante. Encore un cuivré
pris dans les Alpes. Ouais, l'aurore, c'est l'une des rares photos que j'avais pas pris dans les Alpes, c'est dans la Somme. On peut passer à la suivante. Et ouais, à partir de cette image-là, c'est des photos qui sont un peu plus récentes en termes de ce que les photos que je prends. Celle-ci, c'est des contre-jours. C'est ce qui m'amusait le plus quand j'ai commencé à exposer ce que je faisais. Donc, ça demande de se lever encore un peu plus tôt pour avoir des belles lumières. Je peux passer à la suivante. Et celle-ci, c'est une surimpression. Je vous expliquerai comment je l'ai faite plus tard, mais donc ça, c'est l'une des dernières photos que j'ai ajoutées à l'exposition, où je commençais à faire un peu de surimpression. Cette image-là, elle a 2 ans maintenant. Ouais. Ouais, 2 ans et demi bientôt. Ouais. Parce que l'air de rien, son expo commence à dater. Tu me dis quand je passe. Ouais, vas-y. Tu peux y aller. Et celle-ci, c'est la dernière de mon exposition. Ça me surprend. Donc, je crois que j'en ai. On a chanté une. Moi c'est la dernière que j'ai dans mon. Il y en a une qui n'a pas du pas. C'est pas très bien. On la C'est retrouvera après. 14, 15, 16. Non, non, elle est bien. C'est que tu as du mal à la numéroter. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a la 17 qui doit être derrière. Doit être. Et Vas-y, donc, je te laisse continuer. maintenant, je vais vous expliquer un peu plus techniquement comment je fais les images du début de mon exposition, donc les pastels avec des fonds très, très désaturés et beaucoup de flou sur mon image. Donc, tu peux y aller. Donc, pour vous montrer que c'est quasiment tout à la prise de vue, ça, c'est le RAW de. C'est le RAW, non, c'est celui-là, le RAW. Ça, c'est le RAW de la photo que vous avez vue dans l'expo qui doit être juste après aussi. Non, c'est la deuxième que tu nous avais mis. C'est celle-là qui est travaillée. Voilà. Et donc, ça, c'est la photo travaillée. Ouais. Donc, j'ai quasiment rien changé entre mon RAW et la photo travaillée. Ça pousse un peu l'expo. Oui, j'ai juste un peu poussé l'expo sur le sujet, mais on peut quasiment tout faire à la prise de vue. Ouais, tu peux y aller. Donc là, je vais vous montrer avec un exemple, c'était pour que ce soit un peu plus clair, j'ai pris ce petit oiseau en métal. Donc là, je me suis imaginé que j'étais dans une prairie et que je trouvais un papillon en plein soleil, que je le prenais en photo avec des réglages sans toucher à mes réglages, donc avec une ouverture quand même assez grande, on peut le voir parce que le fond apparaît quand même très net. Ça, c'est fermé. Oui, une ouverture assez grande par le chiffre élevé, mais donc c'est assez fermé. Et on voit aussi que, en regardant au niveau de la queue, on voit que comme mon papillon, mon sujet, il est en plein soleil, ça fait des grosses ombres portées qui sont pas très jolies. Donc la première chose que je vais faire, c'est de le mettre à l'ombre. Vas-y. Ouais. D'abord, j'ouvre beaucoup, quasiment le plus possible, mon diaphragme. Et tout de suite, le fond, il est beaucoup moins présent. C'est déjà beaucoup plus agréable au niveau du fond. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je la mets à l'ombre. Vas-y. Et donc, d'un coup, mon sujet, au lieu d'avoir des ombres portées qui sont pas très jolies, je me retrouve avec un sujet qui est plus ou moins uni. Et en plus, ce que je fais, c'est que je vais venir sur mon boîtier surexposé pour avoir mon fond qui est déjà au soleil, qui se retrouve en plus surexposé, qui va devenir très très pâle. Et mon sujet, lui, comme il est à l'ombre, il était plutôt sombre, mais en étant surexposé, se retrouve avec une exposition qui est correcte. Ensuite, tu peux passer à la suivante.
Et ensuite, je viens ajouter un premier plan. Donc, en général, c'est un caillou ou une feuille, quelque chose que je trouve autour de moi. Et je viens vraiment le coller juste devant mon pare-soleil pour créer un flou au premier plan. Et ça permet en général de cacher le bas de la tige de ma fleur sur laquelle le papillon est posé. Et ça isole vraiment le sujet. Il se retrouve avec du flou devant, du flou derrière. Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un premier plan et un arrière-plan qui soient plus ou moins de la même teinte pour que ça se fonde bien et qu'on ait vraiment un sujet qui soit presque posé au milieu de la photo, un peu au milieu de nulle part. Je peux passer à la suivante. Et donc là, j'ai quelques exemples de pastels que j'ai fait après en dehors de l'expo. Donc là, c'est une petite anémone. J'étais en sous-bois, on peut le voir. Il y a des petits ronds de lumière à l'arrière. C'est la lumière qui passe à travers les arbres. Et là, j'ai vraiment essayé de faire un ton sur ton. C'est-à-dire que comme j'avais déjà une anémone qui était bleue, bleu-violette, j'ai décidé de baisser la balance des blancs manuellement. Donc j'étais à environ 3-4 000 Kelvin pour que vraiment la photo apparaisse très bleue et qu'on ait ce ton sur ton avec la fleur et l'arrière-plan. On peut passer à la suivante. Là aussi, là c'était une photo que on était quasiment en mini studio à l'extérieur puisque on a décidé de bouger le papillon puisqu'il était sur une tige qui n'était pas très jolie. On l'a un petit peu déplacé pour le mettre sur cette tige de sauge et on a choisi pile poil à l'arrière-plan qu'il fallait pour que ce soit bien loin, qu'il soit bien au soleil. Et ensuite, il y avait juste à ajouter le premier plan. Et voilà. Je peux passer à la suivante. Là, c'était pour vous montrer que cette technique, elle peut aussi s'utiliser en photo animalière, puisque là, avec un flamant rose, j'arrive aussi à avoir un fond pastel. Bon, alors là, il était à l'ombre, mais l'arrière-plan était aussi à l'ombre, parce que c'est assez difficile de mettre tout mon flamant rose à l'ombre. Mais le fond était quand même très clair, puisque c'était l'eau, avec le ciel qui se reflète dedans. Donc ça marchait quand même bien. Et alors le problème en photographie animalière, c'est qu'on ne peut pas, comme en proxy photographie, on peut pas porter son premier plan pour le mettre juste devant son objectif. Donc on est un peu obligé d'utiliser les éléments du décor, de se mettre à ras du sol pour qu'il y ait un caillou qui dépasse ou des branches qui viennent cacher un peu le premier plan sans qu'on ait à les porter à la main. Je peux passer. On peut aussi utiliser, si on veut, les premiers plans. On peut pas forcément s'en contenter que pour cacher le bas de la tige. Là, je m'étais amusé à prendre des pissenlits et des fleurs roses, bon, pas les mêmes que les orchidées, j'arrache pas les orchidées, que je m'étais amusé à mettre vraiment devant mon objectif en premier plan pour créer toutes ces taches de couleurs un peu partout sur l'image. Et en plus, je me suis arrangé pour qu'à l'arrière-plan, il y ait d'autres pissenlits derrière, pour avoir vraiment des taches de couleurs partout sur mon image. Je peux y aller. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais en termes de contre-jour, quelques petites astuces que j'ai pour améliorer un peu mes photos en contre-jour. Donc, tu peux y aller. Donc, les contre-jours, on peut se dire de prime abord que ça donne des bonnes images, mais c'est des images qui vont toutes se ressembler, puisqu'on a la silhouette ou alors le papillon qui apparaît avec un fond plutôt pareil si on a un éclairage. Mais on se retrouve généralement avec des fonds unis, peut-être des ronds de flair si on a des arbres en arrière-plan. Je peux passer. Donc à la limite, si on a une lumière intéressante, ça peut faire un petit éclat de lumière, mais on pourrait se dire qu'au final, le contre-jour, ça donne des photos qui sont plutôt semblables. Celle-ci ressemble, l'ambiance est quand même pas mal semblable à celle d'avant. Mais pour ça, j'utilise une technique, je peux passer.
Ah oui, non. Euh, voilà, donc là, c'est pour montrer que les contre-jours, ça se fait aussi avec tout simplement de la terre humide et le soleil qui passe dessus. On peut aussi les faire en photo animalière. Tu peux y aller. Et donc, j'utilise une technique en contre-jour, c'est de vraiment, j'enlève même mon pare-soleil, de coller une fleur ou une feuille à mon objectif pour créer un effet de texture sur l'arrière-plan de l'image. Donc là, par exemple, j'ai pris une fleur qui est semblable à celle sur laquelle l'Apollon est posé. Donc c'est ce qui crée un peu cet effet de flou rose avec pas mal de texture. Et là, le papillon apparaît assez clair parce qu'on n'était pas sur une matinée où il y avait une forte lumière à l'arrière. Et en plus, je l'ai ensuite surexposé un peu le papillon en post-traitement. Maintenant, ce que je ferais, c'est que depuis, j'ai acheté des LED, des petits cubes de LED qui sont très pratiques. Donc, j'aurais tout simplement éclairé pour qu'ils soient correctement exposés. Marie-Claude, tu peux y aller. Et donc, en collant vraiment un petit objet sur son objectif, on peut vraiment avoir plein d'effets différents. Par exemple, là, sur ce sabot de Vénus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite feuille ronde que j'ai collée au milieu de mon objectif. Et donc, on peut voir que la lumière, la lumière de chaque flair, elle est déviée sur le milieu de l'objectif. Et donc, ça va créer cet effet de donut sur chaque flair. Et tu peux passer. Et on peut vraiment avoir plein d'effets. Là, c'était autre chose, c'était une branche d'épicéa. Et donc, on a toutes les petites épines qui viennent un peu couper le bord de mes flares. Ça donne un effet qui est complètement différent, mais qui est intéressant aussi. Je peux passer. Sur celle-ci, j'avais pas rajouté d'objet, j'avais carrément rajouté une goutte d'eau pour refléter la lumière du soleil, pour diffracter les rayons. Et ça crée un effet autour de la fleur qui est plutôt sympa. Je peux passer. Là, j'avais utilisé la même technique, mais j'ai décidé que ce soit pas trop voyant, donc c'est juste des petites graminées et ça fait plein de petits points qui ne voient pas énormément, mais je trouve que ça adoucit beaucoup les ronds de flair. Ils sont moins agressifs, ça fait des ronds, Déstructuré. ouais, déstructurés, beaucoup plus adoucis. Donc Pardon. là encore, c'est un Apollon. C'est une espèce que j'aime beaucoup et qu'on a pas mal dans nos prairies. On a une prairie où on en a pas mal dans la Vanoise. Et donc, je suis en train de faire une série sur les Apollons. J'en ai un certain nombre. Donc, je pense que ma prochaine exposition, il y aura pas mal d'Apollons. Je peux passer à la suivante. Là, je m'étais servi, en plus d'ajouter une texture à mes flares en arrière-plan, je m'étais servi d'une feuille collée à mon objectif pour faire en plus un premier plan, pour cacher un peu, pour faire du flou. En bas de la tige du vis Martagon, on voit que c'est plutôt flou. Ça permet d'avoir à la fois un effet à l'arrière-plan et au premier plan. T'as mis ton rond ou pas sur ça? Je crois que j'ai mis mon RAW, oui, tu peux passer. Oui, j'avais mis mon RAW pour vous montrer que vraiment ça donne cet effet comme ça directement à la prise de vue. Il n'y a pas besoin de changer beaucoup de choses Si à partir du RAW. J'ai juste, comme pour l'Apollon avant, j'ai juste rééclairé en post-traitement parce que j'avais à cette époque pas encore de cube LED. Et tu peux passer. Oui, ça, c'est un effet que j'ai testé cet été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé ma mise au point. C'était un contre-jour avec les lumières de la veille en arrière-plan. Et donc, j'ai décalé ma mise au point. Donc, ça pour faire un effet
comme ça, un peu comme le Zoom X finalement. Donc, Ouais, tu décales ta mise au point sur un temps de pause. Là. oui, sur la tentation, j'ai dit. Et donc, en fait, les ronds de flair qui sont assez larges, c'était au début de mon exposition, où j'avais ma mise au point quasiment sur le papillon, à droite de l'image. Et donc, du coup, ma mise au point était éloignée de la ville, donc ça faisait des gros ronds. Et ensuite, j'ai allongé, j'ai fait ma mise au point sur un point qui était plus proche de la ville. Et donc, on se retrouve avec des ronds de flair qui ont rétréci. C'est les petits ronds plus lumineux qu'on voit à l'intérieur. Un temps de pause de combien là? J'ai un temps de pause de 1 seconde, je crois. Et c'est durant cette seconde-là que tu modifies ta mise au point. C'est ça, ouais. C'est pendant la prise de vue de 1 seconde que je modifie ma mise au point. Et donc, forcément, ça nécessite une situation de gros contre-jour parce que pour avoir un temps de pause aussi long et pas se retrouver avec quelque chose de complètement cramé, j'étais presque obligé de faire une photo de nuit pour avoir un minimum de lumière. Et tu peux passer à la suivante. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on fait, comment je fais des multi-expositions. Donc, d'abord, tu peux passer. Oui, c'est la multi-exposition. Je trouve que c'est vraiment un outil qui m'a permis de devenir beaucoup plus créatif parce que on se retrouve vite à faire les mêmes choses. Enfin, ça aide à être vraiment beaucoup plus créatif parce que à partir de cette photo de bec croisé, qui est assez classique, la suivante, là, j'ai juste ajouté la neige en surimpression et ça donne un effet qui est beaucoup plus intéressant. Ça ajoute beaucoup de trillerie à mon image. Donc, je trouve que c'est vraiment super, la surimpression. Ça permet de faire des photos incroyables à partir de photos assez classiques. Tu peux y aller. Donc, pour activer la surimpression, je vais vous montrer comment on fait sur Nikon. Normalement, ça ressemble, les intitulés sont pas exactement les mêmes, mais ça ressemble sur les autres marques. Donc, il faut aller dans le menu de prise de vue de photo et sélectionner la surimpression. Suivante. Et là, on a un menu qui s'ouvre. On a pas mal de choses à régler. Donc, d'abord, le premier, c'est pour tout simplement activer la surimpression. Ensuite, on peut sélectionner le nombre de prises de vue. Donc, c'est pour quand on active la surimpression, on choisit combien de prises de vue vont s'empiler d'un seul coup. Le problème, si on en utilise plus de 2, moi j'utilise tout le temps 2, le problème c'est qu'on ne peut pas vérifier si les images sont bonnes et elles se superposent toutes d'un coup. Et donc je trouve que c'est pas très pratique parce que s'il y a une seule des images, si par exemple on choisit 5 images, s'il y a une seule des images qui ne convient pas, c'est tout le résultat qui est raté. Et donc si je veux superposer plus d'une image, ce que je fais, c'est que j'en superpose d'abord 2. Et ensuite, je reprends l'image où j'ai déjà fait une surimpression et je vais venir l'utiliser comme première exposition. Donc, c'est le réglage qu'on a tout en bas. Je vais l'utiliser comme première exposition. Donc, on va juste prendre la deuxième image qu'on va coller sur la première. Si tu peux juste me permettre, en fait, Gaspard peut faire ça, c'est-à-dire faire une première superposition avec 2 images, voir ce que ça donne et se dire bah tiens celle-là elle est bonne, je vais rajouter une autre image. Il peut faire ça parce que il a la grande chance de quand il fait des surimpressions que le fichier soit enregistré en RAW. Vous voyez ce qui est indiqué sur la dernière ligne, sélectionner première image, entre parenthèses NEF, c'est-à-dire le format RAW de chez Nikon. Et Gaspard est sur le D850 et donc en réflexe. Sur son D850, les surimpressions sont enregistrées en RAW. Et donc, quand il en a fait une, il peut la réutiliser pour en faire une autre. Ce qui n'est pas le cas
quand on est en hybride, ce qui est mon cas maintenant, moi je suis sur le Z9, en hybride, quand on fait des surimpressions, c'est enregistré en JPEG. Ah, Ce qui c'est fait que moche, hein. ce qui fait que je ne peux pas réutiliser une surimpression pour rajouter de nouveau des images. Une toute petite subtilité qui est spécifique en fait au réflexe et au fait de pouvoir enregistrer, par avoir d'un fichier à enregistrer en RAW sur la surimpression. Et je me tais. Donc le réglage conserve toutes les vues, moi je le garde toujours activé au cas où, après avoir fait la surimpression, finalement je me rends compte que les images en, en exposition unique me conviennent plus que la surimpression, donc je le garde tout le temps activé pour garder toutes les images que je fais lors de la surimpression et pas seulement le résultat final. Et donc maintenant, je vais vous montrer les 4 modes de superposition qu'on peut avoir. Donc tu peux y aller. Donc d'abord, il y a 2 modes qui sont assez semblables. C'est le mode addition et le mode moyenne. Donc c'est 2 modes qui vont créer des images qui vont superposer l'entièreté des 2 images. Ça va créer un peu un effet d'image fantôme. On va voir les 2 images, les 2 photos qu'on a utilisées apparaître sur le résultat final. Alors que les modes de light et dark, c'est un mode de superposition qui est différent. C'est-à-dire que l'appareil photo, sur les 2 images qu'on a prises, il va comparer à chaque fois, pour chaque pixel, il va comparer lequel est le plus sombre ou le plus clair en fonction du mode. Et donc, il va sélectionner le pixel qu'on lui demande. Pour chaque pixel, il va sélectionner le pixel qu'on lui demande sur l'une des 2 images. Et donc, au résultat, on aura, pour le mode light, on aura les zones les plus claires des 2 images. Et pour le mode dark, on aura les zones les plus sombres des 2 images. Donc, on n'a pas du tout l'effet image fantôme qu'on peut avoir pour les modes ajoutés et moyenne. Le problème, c'est que ça peut créer des effets sur les bordures entre les zones d'une image, de la première image, et les zones de la deuxième image. Ça peut créer des effets qui sont pas très esthétiques. Donc tu peux y aller. Voilà, là je montre quand on ouvre le menu, on peut sélectionner la première exposition, ce que je fais quasiment tout le temps. Donc tu peux passer à la suivante. Et là, ça ouvre un menu où on a déjà toutes les photos en gros sur la carte mémoire. Et ça permet donc de pas devoir prendre les 2 prises de vue à la suite sans pouvoir vérifier si la première est bonne. Là, justement, ça me permet de d'abord prendre en prise de vue simple ma première image afin d'être sûr qu'elle est nette. Et ensuite, je viens rajouter la deuxième image comme je veux. Et ça peut me permettre aussi de, après avoir pris une photo sans me dire que j'allais en faire une surimpression, me dire que elle est bien, mais elle manque de quelque chose. Et donc, je me dis que je peux, avec la surimpression, rajouter un effet pour la rendre plus intéressante. Gaspard, juste comme ça, chez Canon, ça s'appelle le multi-expo pour ceux qui sont en Canon. Ouais. Oui, c'est le même terme, surimpression ou multi-exposition. Et tu peux passer à la suivante. Donc, je vais commencer. On n'a pas le même menu chez Canon. Non, c'est pas le même menu, mais ouais, je sais pas quels sont exactement, qu'est-ce qu'il faut sélectionner. Mais ouais, faudra chercher un peu pour ceux qui sont sur Canon, je suis désolé. Donc, pour les modes moyenne et add qui sont assez semblables, tu peux passer à la suivante. Je vais reprendre mon petit oiseau en métal. Donc là, tout d'abord, le mode moyenne, c'est un mode qui va faire la moyenne de la luminosité des pixels. Il faut savoir que pour l'appareil photo, chaque pixel, donc chaque petit point de l'image, sur ce pixel, soit il y a de l'information, donc c'est de la luminosité, c'est quelque chose qui va être plutôt clair, soit il n'y a pas d'information, pas de couleur, et donc à ce moment-là, ça va être sombre.
Et donc, le mode moyenne, lui, ce qu'il va faire, c'est faire vraiment la moyenne des luminosités des deux images. Donc, par exemple, si on prend cette image-là, et tu peux passer à la suivante. Si on prend cette image-là, l'image précédente et celle-ci, on peut voir que le fond est d'une luminosité plutôt semblable. Et donc, quand on regarde le résultat final, tu peux y aller, on voit que le fond a la même luminosité que les deux images précédentes. Là, t'es en moyenne. Oui, là, je suis en moyenne, en mode moyenne. Quand on a deux images d'une même luminosité, le résultat sera exactement de la même luminosité. Et on voit que sur les zones sombres de chaque image, on a les détails de l'autre image qui apparaissent en plus net, alors que sur les zones claires, le sujet il apparaît plutôt en fantôme. Tu peux passer à la suite. Le problème du mode moyenne, c'est que si on prend une image très sombre comme celle-ci et la suivante, qui est plutôt très claire, quand on les superpose, comme ça fait la moyenne de la première image qui est très sombre et de la deuxième qui est une image qui est très claire, ça va faire quelque chose d'assez gris comme ça. Parce qu'on a du très sombre et du très clair, donc ça fait un gris moyen et c'est pas très esthétique. C'est pour ça que pour les photos où j'ai deux images qui sont très contrastées, qui ont un contraste entre la première et la deuxième image où il y a un contraste élevé, je préfère utiliser le mode addition. Donc, je peux passer à la suite. En fait, le mode moyenne colle bien Quand tu as deux images exposées à peu près pareil. Voilà. Et le mode addition, par exemple, là, je reprends mon oiseau de base, mon oiseau en métal, et tu passes à la suivante. Et je viens y ajouter, comme pour le premier exemple où j'utilisais deux photos exposées pareilles, j'ai pris deux photos exposées pareilles, mais on voit que le fond est beaucoup plus clair. Parce que le mode add, lui, il va ajouter la luminosité des deux images. Et donc, du coup, pour deux images exposées pareilles, ça donne un résultat beaucoup plus clair. Mais tu peux passer à la suite. Si on veut ajouter, par exemple, cet effet avec plein de petits points lumineux, comme le reste de l'image est complètement noir, il y a juste les points lumineux qui vont s'ajouter sur mon image. Et donc, ça ira beaucoup mieux qu'avec le mode moyenne, où là, ça rendrait une image complètement grise. Je peux passer à la suite. Et donc là, on voit que sur ma pomme de pin ma pomme de pin pour l'exemple, qui était très blanche, avec sur le fond un fond complètement noir, on a ma pomme de pin qui est claire, qui vient s'ajouter, et les points blancs, les feuilles de l'arbre au soleil, qui viennent s'ajouter aussi sans faire de gris moyen, puisque j'ai juste rajouté la luminosité d'un côté de ma pomme de pin et de l'autre de mes points blancs, tout en gardant mon fond noir en arrière-plan. J'ai réussi à mieux comprendre en fait cette histoire en me disant un pixel noir, c'est un pixel avec zéro information. Un pixel tout blanc, c'est un pixel avec 100% d'information. Et du coup, quand on additionne deux images, quand il fait la moyenne, bah, il va faire la moyenne entre ce 0% et 100%. Et quand il additionne les pixels. Et donc, si on a des teintes très claires, forcément, on va additionner deux trucs très à 100%, et donc, ça crame. Tu peux passer à la suite. Là, je vais vous montrer un exemple plus concret sur des photos que j'ai faites, non pas pour l'exemple. Là, c'était un gypaète qui passait dans le ciel. On s'était posé pour la journée sur un spot pour voir des gypaètes. Et donc là, j'ai sous-exposé volontairement pour que, comme j'étais en mode addition, que mon ciel ne soit pas complètement cramé après la surimpression. Donc là, j'ai mon gypaète qui paraît un peu sombre,
sur un fond bleu assez uni, pas très intéressant. Et donc, je passe à la suivante, s'il te plaît. Là, je suis venu ajouter cet effet, c'était un pain avec en arrière-plan la neige, donc on a la silhouette des aiguilles de pain. Et donc là, j'ajoute, comme je suis en mode additionné, je vais juste ajouter les zones claires de la seconde image sur l'image du JPEG de base. Et on voit que le ciel en arrière-plan, il est correctement exposé, alors que j'avais un JPEG qui était à la base très sombre. Alors, vous pouvez voir que ce que j'ai fait attention à faire, c'est de mettre mon papillon. Non, c'est un JPEG. C'est un JPEG. C'est un beau papillon. Grosse bête. Gros papillon. C'est de mettre mon JPEG sur une zone sombre de la deuxième image. On voit bien un peu. Ouais, si on revient en arrière, ouais, on voit bien. Ouais. Là, on voit que mon JPEG, il est dans une zone sombre, alors que s'il était dans une zone claire, le problème, c'est qu'il y aurait la lumière que j'ajoute qui se mettrait sur mon JPEG, et donc du coup, il serait moins net. Je peux passer à la suite. C'est ce que je vais montrer. On prend mon oiseau et sur lequel on va ajouter avec l'image suivante des points lumineux. Mais là, j'ai fait l'erreur De pour débutant. l'exemple. Erreur de débutant pour l'exemple. Je mets mes taches lumineuses au même niveau que le sujet. Et donc, sur la photo finale, il y a forcément les effets lumineux qui viennent se poser sur mon oiseau et on ne voit plus beaucoup. Alors que si on utilise des points lumineux qui sont de l'autre côté de l'image, le résultat final sera beaucoup mieux, puisque on a d'un côté le sujet et des points blancs qui l'entourent sans le cacher. Donc, quand on fait de la surimpression en mode additionné, il faut faire bien attention, et même en général, il faut faire attention à ce que l'effet qu'on veut ajouter ne se superpose pas au sujet qu'on va vouloir garder le plus net possible et le moins caché possible. Je peux passer à la suite. Là, c'est un exemple avec un peu plus d'images pour vous montrer qu'on peut rajouter beaucoup d'images à la suite pour obtenir des effets très complexes. Donc là, j'ai mes deux JPEG. Donc il y a un adulte et un jeune. Et je viens rajouter des effets d'arbres. Là, j'ai pris un arbre avec la lumière qui passe à travers en pose lente et en bougeant intentionnellement ma caméra pour avoir cette traits de lumière. Et donc, j'ai ajouté plein d'images de ce style. Et donc, tu peux passer. Donc, au début, ça donne ça, mais je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de zones bleues de ciel. Donc, j'en ai rajouté plusieurs autres. Donc, j'ai rajouté celle-ci. C'est ce que tu as montré. Ouais. C'est celle que j'avais montrée pour l'exemple. Et j'en ai rajouté encore pas mal. Et donc, à la fin, ça donne un résultat comme ça. On a plein d'effets. Ouais, on a plein d'effets de très lumineux sur le ciel avec juste mes JPEG que j'ai toujours gardé dans une zone sombre qui apparaissent avec plein de traits autour. Et la photo est beaucoup plus intéressante qu'à la base mes deux JPEG dans un ciel plus bleu. Et là, tu es en addition toujours. Oui, là, je suis en mode addition. Tu peux passer à la suite. Là, c'était une photo une idée un peu intéressante que j'avais essayé. C'est j'ai juste pris mon héron avec un ciel blanc au-dessus. J'ai laissé une bonne part de ciel blanc au-dessus, c'est important. Et j'ai ajouté la photo suivante où j'ai retourné mon appareil photo pour que la partie blanche de l'image, avec un arbre, la partie blanche de l'image se retrouve en bas. Et donc, quand je superpose les deux images, on a le ciel blanc de la photo du héron en haut qui reste blanc. Et on ajoute en dessous, sur l'arbre sur lequel était posé le héron, j'ai ajouté du ciel blanc en dessous sur l'image qui était à l'envers. Et donc, du coup, on a le blanc du ciel de la photo d'origine au-dessus et le blanc du ciel de la seconde image que j'ai rajoutée en dessous.
Et donc, les seuls endroits qui apparaissent encore sur l'image, c'est les endroits où j'avais les images des deux arbres qui se superposent. Donc, c'est à la limite entre mes deux lignes d'arbres, on va apparaître quelques branches. Il est torturé de l'esprit. Et alors, quand tu fais ça au jugé, bien sûr, puisque tu as un réflexe, tu pas un hybride. Ouais, ouais, je suis obligé de faire ça au jugé. Et Ça ouais, doit c'est pour faire ça du déchet quand même. ouais, un peu. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de pouvoir utiliser en surimpression la première image qui a déjà été prise auparavant. Ouais, tout à fait, ouais. Si je devais prendre mes deux images à la suite en one shot, c'est impossible. Mais tu as quand même une vue, c'est-à-dire que quand tu fais ta deuxième image, tu as quand même une résultante à ton écran, même que tu sois parce que moi je suis en hybride et j'ai une résultante, mais toi tu as une résultante sur un réflexe? Qu'est-ce que tu veux dire, Ludo? Je comprends pas. Là, je veux dire que en fait, quand tu regardes ton écran et que tu fais ta deuxième image pour la multi-expo, ce que tu vois à l'écran, c'est ce qu'on voit là à peu près, à part le travail. Mais tu vois bien le résultat des deux. Non, je peux pas faire de multi-expo en live view. Je suis obligé de le faire au viseur, la multi-expo sur réflexe. Je peux pas activer à la fois le live view et la multi-expo. Donc, je fais ça plus ou moins à l'aveugle après avoir pris la photo que j'ai rajoutée. C'est d'autant plus méritant de le faire à l'aveugle parce que ça donne de bons C'est ce résultats. que j'allais dire. Bravo, Je bravo. suis des bâtons dans les roues. Hein. Mais c'est bien parce que du coup, le jour où tu vas passer à l'hybride, ça va être frisou. Tu vas trouver ça trop simple, tu vas laisser tomber. Ouais. Pour le bonheur de ton père, tu vas continuer d'utiliser le D850. Je confirme les propos de Gaspard, puisque cette opération-là, je l'ai faite la semaine dernière. Donc ça marche très bien, mais on a un peu de déchets. Et on est quand même très satisfait des résultats quand c'est abouti. Ouais. C'est clair. On est content quand ça marche. Quand ça marche enfin, c'est sympa. Tu peux passer à la suite. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le mode Lights. Donc, c'est le mode qui va permettre de garder des deux images les parties les plus claires. Donc, ça va donner forcément des images qui seront plutôt claires. Tu peux y aller. Donc, d'abord, j'ai choisi de prendre un exemple du sujet sombre sur un fond clair. Et donc là, on peut déjà se douter que le ciel, comme il est clair, on va le conserver. Donc, on va avoir toute cette zone de blanc derrière l'oiseau. Par contre, mon oiseau, comme il est très sombre, je vais pouvoir ajouter l'effet de texture de la photo suivante. Tu peux y aller. Là, j'ai pris un arbre, et donc sur cet arbre, on a plein de points clairs. Et comme ces points clairs, ils vont être plus sombres, ils vont être plus clairs que mon oiseau qui est complètement sombre, on va voir apparaître la texture de l'arbre sur la silhouette de mon oiseau. Tu peux y aller. Donc là, on garde la silhouette de l'oiseau qui était sombre avec la texture de l'arbre, mais en arrière-plan, comme le ciel était déjà complètement clair, on garde le ciel blanc. Et tu peux y aller. Alors ça, c'est bizarre, il manque une image. Normalement, il y avait ma pomme de pin très claire sur un fond sombre, donc l'inverse de mon oiseau. Elle est là. Ah oui, pas mis dans l'ordre, c'est pas bien. Donc ma pomme de pin très claire sur un fond sombre. Donc l'inverse de mon oiseau sombre sur fond clair. Quand je vais ajouter la texture de feuille de l'image de cette image-là, je vais garder ma pomme de pin, vu qu'elle est déjà très claire, mais mon fond sombre va être remplacé par les feuilles qu'on a en arrière-plan. Je peux montrer le faire, voilà. Là, on a la pomme de pin qui apparaît. Le fond a complètement disparu, il est remplacé par les feuilles qui étaient plus claires que le fond noir. Tu peux passer à la suite. Et donc, on peut se servir de ce mode-là pour ajouter à peu près tout ce qu'on veut si on a un sujet clair sur fond sombre. Par exemple, là, si je veux décider de rajouter
les montagnes en arrière-plan. Il me suffit d'utiliser le mode clair et on a les montagnes qui apparaissent derrière ma pomme de pin. Parce que ta pomme de pin rentre pile poil dans la zone sombre. Oui, sur la pomme de pin rentre dans la zone sombre. Et de toute façon, euh, même la zone sombre des montagnes est en fait un peu plus claire que l'arrière-plan de la pomme de pin. Donc, quoi que je mette, comme j'avais un arrière-plan complètement noir derrière ma pomme de pin, quoi que je mette, ça allait apparaître en arrière-plan. Et tu peux passer à la suite. Là, c'était un exemple, c'est une image que j'avais essayé. Je voulais mettre des étoiles derrière un papillon. Bon, c'est finalement pas celle-ci que j'ai gardée comme résultat. Dans la série, j'en ai une que je vais vous montrer après. Mais donc, celle-ci, j'avais utilisé le mode light. J'ai mon papillon, mon Apollon sur une marguerite, et le fond est complètement noir. Et après, j'ai rajouté, un peu plus tard, tu peux passer à la suivante. J'étais allé faire une photo de nuit avec la silhouette des montagnes et les étoiles en arrière-plan. Et donc, on se retrouve avec mon Apollon qui est posé en haut de la montagne en pleine nuit. Parce que, encore une fois, la silhouette des montagnes, elle était sombre sur les deux images, donc ça reste complètement noir. Mais mon ciel étoilé, il était un peu plus clair et il y a les étoiles qui font des points blancs qui apparaissent directement sur mon fond noir du papillon. Tu peux passer à la suite. Et donc maintenant, le mode dark, si vous avez compris comment ça fonctionne, c'est plus ou moins, enfin c'est même complètement l'inverse du mode light. C'est-à-dire que pour mes petits exemples, tu peux y aller. Pour mes petits exemples, ça va donner des résultats complètement opposés. Si je réutilise ma photo d'oiseau avec cette texture, je crois que c'est la photo d'oiseau. Tu peux y aller. Non, c'était une pomme de pin. Si j'utilise ma photo de pomme de pin qui est complètement noire sur le fond, et donc on va garder ce noir-là, et qui est très clair sur la pomme de pin, alors que pour le mode dark, on va garder les pixels les plus sombres. Quand j'ajoute la texture de mon arbre avant, je vais me retrouver avec la pomme de pin qui est remplacée par la texture de l'arbre qui est plus sombre, mais le fond, comme il est complètement noir et que le mode dark va garder les pixels les plus noirs, on garde un fond qui est complètement noir. Tu peux passer à la suite. Est-ce qu'il vous a perdu? Non, non. Bah si, peut-être, on les a peut-être perdus. Vous êtes toujours là? On suit. Ils Non, prennent, c'est bon. ils prennent des notes. Et c'est à quel moment que tu appuies sur le bouton du coup? Parce que moi, je suis encore à la première slide. Laisse-toi Et- pas perturber, Gaspard. Là, par exemple, si je veux rajouter sur l'oiseau que j'avais avant, qui était sombre, donc sur un fond clair, comme l'oiseau, lui, était sombre, on va le garder. Et là, je veux rajouter une photo d'un sapin que j'avais pris à l'horizontale. Quand je le rajoute, je me retrouve avec mon oiseau sombre qui reste sur l'image. Mais le sapin que j'avais rajouté en arrière-plan, il va venir s'imprimer sur le fond clair du ciel. Tu peux passer à la suite. Et comme on a un fond très clair, je peux rajouter à peu près ce que je veux, comme pour avant ma pomme de pin avec le mode light. Là, j'ai un fond très clair et je suis en mode dark. Et donc, quoi que je fasse, ce sera quand même plus sombre que mon fond complètement blanc derrière l'oiseau. Et donc là, j'ajoute ma montagne. Et tu peux passer. Et je me retrouve avec mon oiseau qui est très sombre qui reste. Et la montagne qui apparaît derrière l'oiseau. Et tu peux y aller. Chaque fois, il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai sur mon image. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur mon image et qu'est-ce que je vais pouvoir imprimer en arrière-plan. Donc là, j'ai mon petit faucon cresserelle qui est sur un fond complètement blanc. Que j'ai fait un faucon cresserelle en Haïti. Mais bon, c'est un peu vide. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rajouter des branches
de feuilles avec des feuilles mortes. Tu peux aller à la suivante. J'ai rajouté plein de branches avec des feuilles mortes au-dessus, qui sont plus sombres que le fond complètement blanc du faucon cresserelle. Et donc, regarde, elles vont venir apparaître à l'arrière-plan. J'ai mon faucon qui se retrouve au milieu de toutes ces feuilles oranges. C'est une manière très astucieuse de récupérer les photos sur X. Hein. C'est sûr. Le problème, c'est qu'il faut l'avoir pensé avant. C'est ça le truc. Voilà. Et c'est ça qui est dur, je pense, c'est d'être suffisamment créatif pour imaginer l'image qu'on va pouvoir obtenir une fois terminée, quoi. Après, il n'y a pas forcément, sur celle-là, je crois que j'avais imaginé faire de la surimpression derrière le faucon cresserelle avec le fond Aiki, mais j'avais pas encore totalement réfléchi à qu'est-ce que j'allais mettre en arrière-plan quand j'ai pris mon faucon cresserelle. Comme j'avais un fond qui était complètement blanc, j'étais assez libre de rajouter ce que je voulais comme texture à l'arrière. Ouais, parce que l'intérêt, c'est que là, du coup, tu peux faire la surimpression 3 jours après avoir fait la première photo. C'est ça. Voilà, tu l'as fait 2 heures après, peut-être bien. Ouais, ouais. Mais Bernard, tu l'as vu, des fois, on fait une photo le matin et puis tu fais la surimpression 2 heures après, quoi. Ouais, mais ça, c'est très sympa, enfin. Ça, par contre, je pense pas que ça soit possible chez Canon. Ouais. Je ne me rappelle pas avoir vu ça. Hein. C'est vraiment nous, sur Canon, c'est à la prise de vue, on va dire, l'une puis l'autre. Donc, vous n'avez pas la possibilité de choisir une image dans votre carte. Ça me dit rien. Et tant pis pour vous. Ouais, c'est pas grave, hein. Faudra être encore plus créatif. Sincèrement, c'est quand même un avantage terrible de pouvoir choisir dans sa photothèque la photo que tu as envie de mettre, en plus de la photo que tu viens de choisir. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu nous montres là, on peut le faire en post-traitement aussi. Hein. C'est-à-dire que les logiciels de post-traitement permettent de le faire. La seule chose, c'est que le plaisir de créer sur le terrain peut être super sympa, quoi. Photoshop, il faut avoir Photoshop. Hein. Ah, faut avoir... non, avec Lightroom, je crois que tu peux le faire aussi. Non, tu peux pas faire des trucs comme ça. Pas aussi bien, mais tu peux faire des choses. Accessoirement aussi, c'est que comme tu es plus créatif et que tu fais ça dans ton boîtier, ces photos-là, en concours, sont acceptées. Bah oui, c'est des RAW, donc tu peux les présenter en concours, simplement en signalant que c'est de la surimpression. Oui, en général, dans les concours, c'est dans la catégorie photo créative. Ouais, c'est ça, ouais. En le précisant. Mais oui, ça passe au concours du coup. Ouais, je peux passer à la suite. Et donc, l'avantage avec le mode dark, c'est qu'avec des photos en Aiki, je peux rajouter plein de choses. Par exemple, là, sur cet Apollon, j'ai décidé de laisser beaucoup de place à droite de l'image. Et donc, tu peux passer. Et ensuite, j'ai pu rajouter mon deuxième Apollon, qui lui aussi était en Aiki, donc juste l'Apollon sur un fond blanc. Et donc, les deux fonds blancs se superposent sans que ça change grand-chose. Et les deux papillons qui sont plus sombres que le ciel derrière vont tous les deux apparaître sur l'image. Et tu peux passer. Là, encore une fois, on prend le papillon à Aiki. Et par la suite, je rajoute mon arrière-plan. Tu peux y aller. Par la suite, le papillon avait ouvert ses ailes. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris en gros plan le motif des ailes du papillon. Et comme là, il faut faire attention à ce que mon papillon, le sujet de la première image, se retrouve sur Fond blanc. une tache claire de mon arrière-plan. Parce que je suis en mode dark. Si je l'avais mis sur une partie sombre, il serait complètement effacé. Et donc là, en visant bien, on se retrouve avec mon petit demi-deuil qui a en arrière-plan ses ailes ouvertes. Tu peux y aller.
Encore une fois, un autre demi-deuil, là sur une grande Astrance. Et ce matin-là, j'ai pas eu de bol. J'ai eu le temps de faire quasiment que cette photo-ci en hiking. Et après, mon papillon s'est envolé. Et donc, que j'ai fait, pour quand même avoir quelque chose sur ce matin-là, et comme ma photo en hiking était quand même pas mal, c'est que tu peux y aller. Après, j'ai pris en gros plan des, des photos d'Astrance pour avoir juste le motif de la fleur. Et donc, j'ai superposé plusieurs images. Vas-y. Donc, d'abord, j'ai pris une première image, puis après, j'ai comblé les blancs avec d'autres photos d'Astrance. Vas-y. Et normalement, il y en a une dernière. Voilà, c'est le résultat final. Et donc, en comblant un peu tous les blancs que j'ai sur l'image avec des photos d'Astrance, on se retrouve avec le papillon qui s'était envolé à ce moment-là, avec plein d'Astrance en arrière-plan. Et tu peux passer à la suite. Ça fait d'ailleurs des effets particuliers dans les ailes du papillon. Ouais, tu reviens en arrière. Ah, pardon. Oui, on le voit un petit peu sur la partie haute de l'aile, là, par là. Ouais, on voit que par endroits, ça ne se superpose pas très bien. Et sur les antennes aussi. Ouais. Si tu regardes la base de la fleur, on voit que un peu au-dessus là, Ouais. il y a des effets, qui, ça s'est pas très bien superposé. Et c'est un peu le problème de la surimpression en mode dark et en mode light, c'est qu'on se retrouve, Ça fait des coupes bizarres des fois sur les ouais, images. on a des coupes qui sont un peu étranges. Vas-y. Donc là, c'est une photo. Je vais vous montrer comment j'ai fait une photo qui a été primée cette année au festival de la Camargue. Donc c'est cette photo d'Apollon. Et j'ai décidé après de venir rajouter un arrière-plan. Tu peux y aller. J'ai décidé de prendre en gros plan les ailes de l'Apollon pour mettre plein de petits points rouges. Et donc j'ai essayé de caser mon Apollon sur un point rouge pour que ce soit un point qui attire l'œil. Et après, j'avais plus qu'à combler mes blancs avec plusieurs photos cadrées différemment des ailes du papillon. Et ça donne ce résultat final-là avec plein de points rouges en arrière-plan. Et cette image, elle s'appelle le rouge qui tache. Je me demande pourquoi. Tu peux passer à la suite. Et donc, maintenant, je vais vous parler du mode de surimpression que je pense que j'utilise le plus, qui n'est peut-être pas forcément disponible sur tous les appareils photo. C'est la superposition après la prise de vue. C'est-à-dire que j'ai dans mes réglages une option qui me permet de prendre deux images dans ma carte mémoire et de les superposer. Je crois que c'est comme le mode de addition. Il me semble que ça équivaut à ce mode-là à peu près. Et donc, ça me permet, après avoir pris mes deux images, de les superposer. Donc, vas-y. Donc là, c'est pas dans le menu, c'est dans le menu retouche. Et je peux sélectionner superposition des images. Vas-y. Et là, j'ai un menu qui s'ouvre et j'ai plus qu'à aller chercher dans ma photothèque mes deux photos. Vas-y. Là, je choisis ma première image, par exemple. Vas-y. Je peux choisir mes deux images et après avoir un petit aperçu de qu'est-ce que ça va donner. Et en plus, un gros avantage. Attends, on revient en arrière. Un gros avantage de ce mode de surimpression, c'est que là, on peut voir que je peux choisir en bas, là, j'ai des coefficients. Je peux choisir à quel point l'une ou l'autre image va apparaître sur le résultat final. Par exemple, là, j'ai choisi que ma première image va apparaître un peu plus et ma seconde image avec les effets lumineux va apparaître un peu moins. Et donc, vas-y, tu peux passer à la suite. Là, on peut voir le résultat en gros.
C'était pour l'exemple. Oui, c'était pour l'exemple. Vas-y. Donc là, on peut voir que j'ai choisi de prendre ma pomme de pin qui est très visible et mon arbre en arrière qui est assez ténu. Mais je peux aussi, sur la suivante, vas-y. Sur la suivante, je peux choisir de faire complètement l'inverse et de faire apparaître très fort mes arbres derrière et d'avoir mon sujet qui est plutôt sombre. Donc c'est vraiment pratique pour pouvoir moduler à quel point mon effet lumineux va apparaître. Et c'est toujours pareil, ton image finale sort en RAW. Oui, oui, mon image finale sort en RAW. C'est franchement sympathique comme mode de surimpression. Il faut être équipé d'un Nikon. Et Oui. ouais, Tu peux le faire aussi sur le Z9, ça. Ouais. Mais ça sort en JPEG. en JPEG. Ouais. Tu peux passer à la suite. Et donc là, j'ai pas mal d'exemples. Donc, pour commencer, c'est deux guêpiers qui... c'est une photo assez classique. Je les prends à travers les arbres et après, j'ai décidé de rajouter... tu peux y aller. Tu peux rajouter plein de ronds de flair un peu partout sur mon image. Et on se retrouve avec une photo qui est au final complètement différente. Ensuite, ouais, c'est un mode de surimpression qui est vraiment pratique parce que ça permet de vraiment rattraper une photo, même si c'est un peu fouillis. C'est-à-dire que cet encoli-là, c'était un peu difficile de la prendre en photo parce qu'on peut le voir, c'était assez dense. C'était assez dense en fleurs et c'était difficile de pas avoir d'autres fleurs qui viennent se mettre en arrière-plan. Mais grâce à la surimpression, j'ai pu rajouter, tu peux passer. Ah, pardon, excusez-moi. Hop là. Grâce à la surimpression, j'ai pu rajouter quelques ronds en bas au niveau de la tige et un peu en haut. Vas-y. Et j'ai encore refait une autre surimpression. Et je me retrouve avec mon encolique qui, au final, est complètement entouré de ronds blancs. On n'a plus du tout les tiges qu'on avait à la base. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir rattraper des images qui ne pourraient pas être exploitables autrement. Et donc, c'est cette image-là qui manquait la représentation de l'expo au début, pour une raison étrange. Mais bon, tu peux passer à la suite. Pour les effets qu'on ajoute en arrière-plan, j'ai pas forcément de rond de flair comme j'ai fait pour pour les images d'avant. On peut choisir sur la suivante. J'ai choisi de prendre en photo des points lumineux qui passent à travers les arbres en pose lente pour créer un effet de mouvement sur une photo qui est plutôt statique. Tu peux passer. Donc là, sur mon macaron qui a l'air plutôt statique, je me retrouve avec un effet qui ajoute un peu de dynamisme à l'image. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque mon papillon de base était assez pas très dynamique. L'image était manquée de dynamisme et ça permet de rajouter un peu de mouvement. Tu peux passer à la suite. Myriam Dupuis, elle a un terme extraordinaire pour ce genre d'effet. Elle appelle ça le boîtier pinceau. J'adore cette expression. Ouais. Ouais. Pour tout ce qui est pose lente, effectivement. Ouais. Je vais d'ailleurs en parler à la fin sur ce que je fais en ce moment, ce que j'essaie de développer comme technique. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, c'est pareil. Là aussi, j'avais utilisé un décalage de mise au point pendant une prise de vue en pose lente. Mais là, j'ai agrandi encore un peu les flares pour donner cet effet très estompé. Et là, j'ai rajouté en surimpression. Je peux passer à la suivante. J'ai rajouté des effets lumineux. Donc,
il y avait la ville en fond, la ville qui était assez loin. Et j'étais en pause très lente. Et j'ai juste bougé mon appareil photo pour créer ces traits de lumière. Et alors, ça fait des petits points parce qu'il me semble que la lumière artificielle, c'est pas une lumière qui est constante. Mm. Ça clignote très vite. Et donc, c'est ce qui fait tous ces petits points de lumière en ligne. C'est 50 Hz, donc il doit y avoir sur chaque trait 50 points, puisque ton image a une seconde de pause. Ah non, oui, c'est ça, oui, t'as une seconde. Donc 60 points. 60. Là, j'étais une seconde après parce que forcément, les exifs qu'ils donnent sont. Comme c'est une surimpression, ils donnent que les exifs de la première image, il me semble. Bah là, il semblerait que ce soit la deuxième, parce que la première, t'avais dans l'exif, bah t'avais une seconde aussi, remarque. Donc c'est pour ça. Ouais. Donc je sais oui, pas. c'est l'un des deux. Enfin, faut compter les points pour savoir quelle vitesse t'étais. Je vous disais qu'on faisait souvent des sorties à deux et effectivement sur cette sortie-là, c'était un soir et on était tous les deux à quatre pattes dans l'air dans notre pente. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a beau être ensemble sur le même spot, On sort on pas la sort même des chose. images complètement différentes l'un de l'autre. Gaspard, tu vas tout le temps dans des trucs complètement différents. C'est vraiment amusant. D'ailleurs, en parlant d'exif et de surimpression, il y a quelque chose qui est un peu contraignant en surimpression. En tout cas, dans les modes de surimpression, on prend les 4 premiers modes que j'ai présentés, pas celui où on choisit vraiment ces 2 images et qu'on les colle après la prise de vue. Quand on fait une surimpression en prise de vue, il y a quelque chose qui est assez contraignant quand on sélectionne sa première image, c'est que pour les réglages de vitesse et d'ouverture, on choisit ce qu'on veut, mais ça garde les ISO de la première image. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais si la première photo qu'on a prise est à 100 ISO et que je choisis de faire une superposition en mode dark, ma seconde image sera à 100 ISO. Ah ouais. Et ça, c'est vrai en réflexe. C'est pas vrai en hybride. Moi, je peux absolument modifier tous les paramètres. Toi, il faut bien que tu aies quelques contraintes, encore une fois. Les aléas des réglages. Ah, le papa jaloux. Ah bah, Et donc, tu peux passer à la suite. Donc, la voici la photo d'Apollon que je voulais faire avec les étoiles en arrière-plan que j'ai finalement gardé comme photo finale que j'ai mis sur les réseaux. Donc, c'était un peu plus tard dans la matinée où on avait le soleil qui se levait. Et là, j'ai choisi de volontairement fermer énormément. Je suis à F36, je crois. J'ai fermé énormément. il y a 22. Non, F36. Ouais. Parce que je voulais vraiment que le soleil, si j'avais laissé ouvert, grand ouvert, j'aurais eu un gros rond de soleil qui entoure quasiment mon papillon. Alors que là, en fermant énormément, le soleil se réduit juste à un petit point lumineux en dessous de mon papillon. Et donc, on a toute la silhouette du papillon avec tous les petits détails de la lumière qui passe à travers les ailes qui apparaissent. Donc, je trouve ça super intéressant. Et ensuite, j'ai rajouté, tu peux y aller, j'ai rajouté cette image d'étoile. Je suis allé faire un peu d'astrophotographie à l'arrache. C'était pas avec le bon objectif et pas forcément les bons réglages. Et donc, j'ai superposé mes étoiles sur mon Apollon en contre-jour et ça donne cette image que j'aime franchement bien. J'étais très content du résultat. Bah t'as raison, c'est bien. Je peux passer à la suite. Là, en plus de faire une surimpression, j'ai utilisé une petite astuce, c'est que j'ai choisi de faire un gros contraste chaud-froid en changeant ma balance des blancs entre les 2 prises de vue. C'est-à-dire que là, j'ai mon macaron sur une tige de sauge que j'ai pris avec une balance des blancs très chaude.
pour avoir un arrière-plan avec le soleil qui passe à travers les arbres qui est très, très orangé, très jaune. Et ensuite, ma seconde image, je peux y aller. Ma seconde image, j'ai complètement changé ma balance des blancs. Ça doit être le même arbre, mais j'ai juste changé la balance des blancs pour que les ronds soient très très bleus. Au passage, vous voyez le petit rond noir, Oui, le rond pile noir, poil dans la zone du papillon. toujours pour que le papillon ne soit pas caché par les flaires. Et donc, en superposant, tu peux y aller. Ah. Il en manque une. Il en manque une. Et je la vois pas derrière. Hein. Ah ouais, c'est parce que ça doit être. J'ai l'impression que c'est les copies qui apparaissent qu'une seule fois, mais c'était l'image qu'il y avait dans mon expo au tout début. Donc avec le macaron et des points jaunes et bleus. Alors, le macaron avec des points jaunes et bleus. Celle-ci. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Ça donne, comme j'ai changé énormément la balance des blancs entre les deux photos, ça donne un effet de chaud-froid entre le papillon et les flaires qu'il y a autour. Et donc, tu peux revenir à la suivante. Là, j'ai décidé de faire une photo un peu plus complexe en ajoutant des éléments que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Donc là, j'ai pris mon Apollon Aiki et d'abord, tu peux aller passer par la suivante. J'ai pris une photo du ciel avec des nuages pour avoir un peu de texture et j'ai encore fait bien attention à ce que mon pavillon soit dans une zone sombre, la zone la plus sombre possible du ciel. Et donc, tu peux y aller. Sur quel mode de superposition? Je suis toujours en superposition après la prise de vue. Okay. Là, c'est ce que j'utilise le plus. Et donc, en superposition après la prise de vue, là, j'ai superposé mon Apollon en Reiki et les nuages. Et j'ai la silhouette de mon Apollon, on voit un peu encore un peu son motif qui apparaît au milieu des nuages. Et ensuite, j'ai rajouté, tu peux passer à la suivante, j'ai rajouté un effet de lumière avec le soleil qui arrive en plein dans l'appareil photo pour avoir ce cône lumineux. Et en superposant, ça permet d'avoir mon Apollon qui se retrouve au milieu des nuages avec le soleil qui tape dessus. Je trouvais que c'était assez marrant comme effet. C'est bien réussi. Tu peux passer à la suite. Et maintenant, je vais vous montrer sur ce travail en ce moment. Donc, c'est la pose lente avec mouvement de caméra intentionnel. Je trouve que c'est une technique que tu peux passer. Je trouve que c'est une technique vraiment intéressante pour pouvoir faire des photos, même dans des conditions qui sont pas géniales. Là, ce bouquetin, il y avait plein de buissons autour. Donc, une photo avec un temps de pose classique, on se serait retrouvé avec un premier plan, un arrière-plan en surchargé en buisson. Mais là, comme j'ai fait une pose lente et que j'ai en plus fait un filet, le bouquetin était en train de marcher, donc j'ai suivi le mouvement du bouquetin de façon à ce qu'il puisse apparaître net sur l'image. Mais le reste, comme le reste de l'image restait immobile et que moi j'ai bougé mon appareil photo, ça devient complètement flouté et donc j'ai juste mon bouquetin au milieu des traits de mouvement. Et tu peux passer à la suivante. Là, c'était en contre-jour, j'ai utilisé tous les petits points lumineux pour effectivement utiliser mon appareil photo comme un pinceau pour peindre plein de traits lumineux. Et alors là, ça fonctionne parce que mon sujet, mon flamant rose, il ressort très fort par rapport à l'arrière-plan. Si j'avais eu un sujet qui n'est pas très contrasté par rapport à l'arrière-plan, il aurait sûrement été caché par tous les mouvements. Parce que là, il était immobile et l'arrière-plan aussi. Donc, il aurait été complètement caché par les traits, on l'aurait quasiment plus vu. Mais comme là, c'est en plein contre-jour et que
mon flamant rose est très sombre sur un fond très clair. Même en faisant une pause lente, j'ai quand même la silhouette de mon flamant rose qui apparaît. Et tu peux passer à la dernière. C'est une deuxième image que j'ai faite en Camargue d'un flamant rose. Sur celle-ci, j'ai eu énormément de déchets. Déjà parce que la pose lente, j'ai encore beaucoup de déchets dessus. La pose lente a eu moins de caméra intentionnelle parce que c'est assez compliqué d'avoir exactement le mouvement qu'on veut. Et les micro-tremblements de la main, on ne contrôle pas vraiment. Et donc, ça donne des résultats un petit peu aléatoires. Et en plus, là, j'avais attendu qu'il y ait un flamant rose qui baisse sa tête pour aller chercher à manger dans l'eau. Et donc, j'ai eu pas mal de déchets sur cette image. Mais finalement, j'ai obtenu ce résultat avec, je pense que c'est les mouvements de l'eau et en même temps le mouvement de ma main qui fait cet effet presque impressionniste avec juste le flamant rose qu'on devine. Et voilà. Jonathan Loire dans le texte, hein, bravo. Quoi? Pardon? Je dis du Jonathan Loire dans le texte, hein, bravo, bravo. Oui, je crois que on peut dire que c'est très beau. Merci. Bravo. Eh bien, un grand bravo. C'est le moment de poser des questions à Gaspard. C'est-à-dire, ça nous laisse assez sans voix quand même. C'est là où on voit qu'on a Bravo. que la nouvelle génération va nous damer le pion rapidement. En plus, il y a un petit point positif pour Nikon là, par rapport au Canon, pour une fois, c'est pas mal. J'allais te dire, en fait, Cyril et moi, on est très amis, on fait de la photo ensemble depuis très longtemps. Je vois Gaspard évoluer depuis ses débuts, où j'entendais Cyril dire tu vas voir, le Tcho, il y arrive. Bah, le Tcho, il nous a largement dépassé depuis bien longtemps, mais c'est vrai qu'il progresse encore. Et ça faisait quelques mois que je n'avais pas vu de tes photos, Gaspard. Bah, bravo, ça évolue encore et ça évolue vraiment dans le bon sens. Bravo, bravo. Merci. Il va falloir revenir nous présenter tout ça dans un an. On prend rendez-vous. Non, on va être énervé après. On va être énervé. Oh, faut pas dire ça comme ça. Je vous entends aussi qu'il va falloir qu'on se plonge un peu plus, enfin pour ma part en tout cas, dans les menus de l'appareil photo. Et oui. Pour les canonistes, je pense réellement que vous avez aussi des belles possibilités pour faire des expos multiples. Je pense notamment à Bastien Riu, qui est champion du monde des expos multiples, Bastien, et qui est en Canon. Donc, c'est sûr, ça se fait sans problème avec un Canon. Après, les appellations sont peut-être un petit peu différentes. Pour répondre... Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Non, j'ai fini. Là, je disais, pour répondre à certaines des questions, ouais, nous, ça s'appelle multi-expo. On peut faire, même en réflexe, moi j'ai les deux, j'ai réflexe et j'ai hybride. Le réflexe, je peux faire du live view. Donc déjà, ça c'est vrai que même si on ne peut pas aller aussi loin que toi, on peut faire du live view et du coup, c'est quand même un peu plus easy de faire de la multi-expo. Même si j'arrive pas du tout à faire des choses de ce niveau-là, mais c'est plus simple quand même sur un réflexe. Ok. C'est rare qu'on les laisse sans voix comme ça. Non, c'est magnifique, bravo. Ah ouais, non, c'est super chouette. Et faut continuer. Parce que tu apprends plein de nouvelles choses là, et c'est l'aspect créativité, parce que la technique c'est une chose, mais c'est pas le boîtier qui fait la photo, c'est toi. Et donc c'est l'aspect créativité qu'il faut travailler. Et ce qui est bien, c'est que tu découvres encore de nouvelles techniques, puis quand tu auras découvert toutes les techniques connues, tu vas en inventer. Parce que forcément, tu vas continuer dans le même sens. Une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on peut plus la refermer. Moi, ce que je trouve compliqué à faire, c'est d'avoir cette créativité sur le terrain. C'est plus facile finalement d'avoir Photoshop,
d'avoir ces photos déjà sorties et puis de les assembler, de faire. Là, il faut, je dirais, avoir la conception de la photo dès le départ. Et voilà, je trouve que ça, c'est chapeau de ce point de vue-là. Mais c'est très Et formateur pour le regard, pour l'œil, parce qu'en fin de Mhm. compte, l'œil d'un seul coup est obligé en permanence de chercher les points d'accroche, les éléments dont tu vas avoir besoin dans ta photo derrière après. D'imaginer, quoi, hein, la Ouais. photo. Mais tu sais, Bernard, ça revient ni plus ni moins à ce qu'on fait, enfin, et tous les naturalistes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, enfin, on est tous à dire que de toute façon, il ne faut pas aller sur le terrain si on ne sait pas et qu'il faut d'abord essayer de chercher et appréhender les choses avant d'aller sur place. Il faut connaître ce qu'on va prendre en photo. Mais là, c'est une autre manière, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que Gaspard, quand il va sur le terrain, ben, il a appréhendé les choses. Il n'a pas appréhendé peut-être d'une manière naturaliste, même s'il nous cite tout ce qu'il a appris en photo, donc le naturalisme, il l'a aussi. Mais en fait, il a appréhendé cette partie artistique avant d'aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la même chose, c'est il faut vraiment beaucoup de travail en amont avant d'aller prendre une photo. C'est quelque chose qu'on prend énormément à la SCPF, c'est qu'on ne va pas sur le terrain comme ça au hasard. On y va en ayant eu des acquis et en ayant appris des choses avant d'y aller. Et là, c'est la créativité qui le ramène en plus. Donc, franchement, oui, c'est ça, c'est bravo. Mais ça reste toujours dans le même fait de toujours dire, il faut, avant d'aller sur le terrain, réfléchir à ce qu'on va faire et réfléchir à comment on va le faire, que ce soit pour ne pas faire mal aux animaux, pour ne pas faire peur aux animaux, ou pour avoir de la créativité, on revient à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut travailler en amont. par contre, je trouve que le fait de faire l'expo multiple directement au boîtier et non pas après sur Photoshop, ça simplifie les choses justement pour bien faire attention à avoir une deuxième image où on sait que ça va être dans une zone sombre et donc ça va bien s'empiler avec le sujet. Enfin, les zones de superposition, on arrive à mieux les appréhender quand on fait ça directement à la prise de vue plutôt que après devoir dire bah tiens celle-là est-ce que ça va marcher, enfin bref. Bah, Oui, ça et puis on n'a nécessite. jamais la photo qui va bien dans ce cas-là, effectivement. Si on ne l'a pas Ouais, vu avant, on n'a jamais la bonne photo. ça demande une rigueur à la prise de vue. Ça me fait beaucoup penser à la rigueur à la prise de vue qu'on était obligé d'avoir quand on faisait de l'argentique, parce qu'on n'avait pas 36, pas pour les mêmes raisons, mais on n'avait pas 36 prises de vue possibles, enfin on en avait 36 avec une bobine, et donc on essayait de garder le maximum de prises de vue, donc de toujours travailler avant de déclencher. Et là je pense que c'est un peu pareil la démarche, c'est-à-dire que une fois que tu as pris la photo sur laquelle tu veux pouvoir travailler derrière, il faut que tu cherches tes cadrages, il faut que tu les trouves, et puis c'est là la créativité, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Non, puis je trouve que aussi pour faire la surimpression directement à l'appareil photo, ça permet de pouvoir essayer différentes choses et de tester si ça va bien sur l'image ou pas. Alors que si on se dit qu'on va faire ça sur ordinateur et qu'au final le résultat rend pas bien, c'est raté. Ouais, et puis sur l'ordinateur, après, le fait de faire à la prise de vue, ça clôt le débat par rapport aux gens qui disent que tu as travaillé tes photos sur l'ordinateur. Il y a des gens qui vont trop loin dans le travail sur l'ordinateur, qui dénaturent l'image finale, alors que là, en fait, c'est un travail qui est fait sur le terrain, donc en plus, si tu veux présenter une photo en concours, tu as un F qui démontre que c'est bien un travail sur le terrain, une prise de vue multiple, mais sur le terrain quand même. Et donc, ça permet de rester dans un cadre qui reste, on va dire, acceptable dans le sens où ça reste des photos. C'est pas de la création graphique, c'est de la photo. Même si tu fais de la création graphique avec un appareil photo, ça reste de la photo. Et ça, je pense que pour nous, photographes, c'est important, parce qu'en fin de compte, on peut vite, effectivement, avec Photoshop, plus maintenant les fonctions d'IA qui viennent à l'insu de notre plein gré bien souvent quand on essaye de travailler une image, on peut vite se perdre et puis passer une ligne rouge qu'on ne devrait pas dépasser, en fin de compte. Et ce que Gaspard disait qu'on pouvait essayer et réessayer, c'est vraiment très vrai quand on apporte
avec une deuxième image en superposition de la texture, on peut faire vraiment plein d'essais en fait de textures jusqu'à se dire yes, celle-là elle est bonne, quoi. C'est certain. Ça me fait penser à un sketch de Vos, pardon, où il disait il m'a fallu 40 ans pour avoir le niveau d'un gamin de 15 ans. Mais non, on ne l'a même pas. Ouais, alors notre seul avantage, c'est que maintenant qu'il a passé les 16 ans, il est dans la catégorie adulte à entier. Bah, je sais pas si c'est un avantage en fait, Cyril. En même temps, Parce pour que eux, du coup, il vient en compétition avec nous. Non, mais ce qui est bien, c'est que déjà, tu as déjà été remarqué sur des concours. Ça te fait des portes ouvertes pour pouvoir faire de l'exposition. Et c'est bien. C'est bien parce qu'en fin de compte, ça te permet de créer un style. Et quand tu verras des gens qui commencent à faire des photos comme les tiennes, bah, tu te diras que c'est que ton style, il est pas mauvais. Et c'est là ce qui est le plus fort, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu feras autre chose. Ah, avoir toujours une longueur d'avance. Ça, Exactement. Ouais, après, c'est vrai, hein, moi, regarde, par exemple, je fais que des photos ratées et il y en a plein qui font pareil. Hein. Mais là, tu avais une longueur d'avance. Bien, d'autres questions? Pas de questions, mais c'est vraiment magnifique ce qu'on a vu ce soir. Et bien alors, sur ce, on va encore te remercier, Gaspard, et puis remercier Cyril d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que tu te mettes à la photo. Parce qu'en fin de compte, c'est un travail familial et c'est un travail qui est plus facile à faire quand on est plusieurs. Et puis, bah, n'hésite pas à revenir quand tu auras un sujet sur les filets qui soit sympa. On sera très très content de le voir. Et bah, merci à vous d'avoir pu me permettre de faire cette présentation. Et sur ce, on va passer à la projection suivante. Donc la projection suivante, qui c'est c'est Pascal. Pascal, où est-ce que tu es, Pascal? T'es là. Hop, je te mets à l'écran pour tout le monde. Qu'est-ce que tu nous montres ce soir? Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis encore bravo Gaspard. C'est impressionnant et merci d'avoir partagé tout ton aspect technique, c'est très instructif. Donc moi j'ai la lourde tâche de passer après ça. Ça va être compliqué parce que mes photos sont beaucoup plus classiques. Et en fait, je voulais d'abord montrer des photos qui ont été prises lors de la sortie animée par la SCPF, organisée dans le cadre de Île-de-France Nature. C'était fin juin. Et c'était très très chouette. C'était animé par Loïc et Serge Alleguen. Donc pour les remercier, je voulais montrer déjà quelques photos que j'avais prises à cette occasion. Et ensuite, je suis allé au marais de Misery, qui se trouve à une demi-heure de là où on était. Et j'ai assisté à une scène qui me hérisse encore le poil et les peu de cheveux que j'ai sur la tête. Et je voulais vous montrer ça aussi, partager ça avec vous. Donc tu peux enchaîner. Alors, je partage en essayant de prendre le bon écran. Voilà, et on y va. Hop là. On t'écoute. Ok, c'est ça. Donc, c'est quelques exemples d'espèces qu'on a pu voir là-bas. Évidemment, c'est absolument pas exhaustif. Hein. Donc là, c'est un anax, je suppose. Alors, je précise que je ne suis absolument pas spécialiste. Donc, surtout si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Parce que j'ai probablement fait quelques erreurs en essayant d'identifier les sujets. Donc là, je suppose, un anax impérator, mais je suis absolument pas sûr. Tu peux enchaîner avec la suite. Là, c'est une zygène. Ensuite, je vais être encore plus
plus vague, puisque la photo d'après, c'est une grenouille. Si quelqu'un connaît l'espèce, n'hésitez pas, je ne sais absolument pas. Je suis nul en batracien. Ensuite, on avait quelques demi-deuils. Je précise qu'on était arrivé assez tôt le matin, donc il y avait encore de la rosée. Mais ce qui s'est assez vite dispersé, c'était fin juin et c'était une journée où il a fait très chaud. Ça a été assez vite compliqué d'avoir des insectes ou des araignées qui étaient assez inactifs et qui se laissaient faire. En fait. Tu peux passer à la suivante. Donc là, c'est une argiope. Je suppose que c'est une Brenniki, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis absolument pas sûr de prononcer le nom correctement. Donc là, c'est un mâle qui est tranquillement en train de déjeuner, mais vu l'heure qu'il était, un peu logique, c'était l'heure du petit-déj. Tu peux passer à la suivante. Donc là, j'ai eu quelques échanges avec Serge, parce que j'avais un gros doute sur l'espèce. Donc après discussion, il s'avère que c'est un Ceria grillon ténélum. On peut le voir aussi sur la photo d'après, où là il est en train de se faire une petite toilette. Je ne saurais pas dire si c'est un mâle ou une femelle, pour le coup. La photo qui suit, c'est encore un agrillon, mais probablement, et je ne suis absolument pas sûr, un Sympecma fusca. Une fois de plus, si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. On avait aussi quelques araignées, dont la suivante, une tétragnata, toujours impressionnante avec des chélicères énormes. Et là aussi, c'était l'heure du petit déjeuner. Donc après cette matinée, très agréablement et très efficacement animée donc par Loïc et Serge, je suis allé au marais de Misery, et là tu peux enchaîner. Il faisait très chaud, comme vous pouvez le constater. Les oiseaux étaient vraiment mal à l'aise, il n'y avait pas beaucoup d'activité du fait de la chaleur. La lumière commençait à être vraiment dure, donc c'était assez compliqué d'avoir des photos pas correctes. Il y avait quelques hérons quand même en activité, comme sur la suivante. Et là, pour le coup, le gris neutre du héron se fondait parfaitement dans les herbes. Et j'avais beau savoir où il était, et je le quittais des yeux, il fallait que je cherche à nouveau pour le retrouver. Ensuite, on a vu aussi quelques ragondins, donc toujours du classique. Et là, celui-ci est en train de manger une moule d'eau. J'ignorais que les ragondins pouvaient manger des moules. Manifestement, celui-là s'est fait plaisir. Et il faut savoir que sur les marais de Misery, il y a une barge qui sert de nichoir pour des sternes. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a aussi des balbuzards. Et un balbuzard qui s'est dit que finalement, la pêche n'étant pas forcément très bonne, parce que j'en ai vu quelques-uns rater les poissons, finalement, un poussin, ça pouvait peut-être faire l'affaire. Les sternes n'étaient pas très efficaces dans leur tentative de dissuasion, parce que celle-ci est sans doute celle qui est passée le plus près. Donc, non, c'était un balbuzard pêcheur. Ah bon? Et donc, le balbuzard a une ou deux fois baissé la tête, mais c'était plus pour la forme. Sincèrement, il n'avait pas grand-chose à craindre des sternes. Je ne pense pas que ce soit un balbuzard. Moi, je pense que si, mais... C'est un épervier. Oui. Un épervier. Il y a beaucoup de balbuzards là-bas. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est Oui, pas. ça, c'est un épervier. D'accord. C'est pas un balbuzard, si je peux me permettre. Ok. Et un balbuzard, je ne pense pas qu'il attaquerait un poussin. D'accord, écoute, je me suis effectivement trompé. Alors. Balbuzard, le plastron blanc, de souvenir. Oui. Non, C'est strié vraiment, comme ça. c'est vraiment l'épervier. l'épervier. Ouais. Ok, ça marche. En plus, le Donc, balbuzard est beaucoup plus gros que ça, en plus. Ok. Bon, un coup de pas. Et donc, comme on peut le voir sur la photo d'après,
bah, il est allé se servir tranquillement. Et bah, ensuite, il est parti. Alors là, ce qui était assez terrible, c'était de voir le poussin s'agiter et crier à la fois de douleur et de terreur. Je ne suis pas prêt d'oublier ça. C'était assez terrible. Et comme on le voit sur la photo d'après, bah, les adultes couraient après, mais sans succès. Oui, je crois que les étangs de Misère, sur cette partie-là, c'était à Fontenay, ouais, je crois. Voilà, c'était le moment que je voulais partager avec vous. Oui, c'est super. Hein. En tout cas, c'était très, très impressionnant. Et ouais, c'est comme le dit Nelly, c'est assez terrible. Après, bon, tout le monde doit manger, effectivement. Là, voir ça en direct, avec les cris du poussin en plus. Bon. C'est un comportement habituel des éperviers. Ah ouais, c'est assez classique. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est comme je dis, faut que tout le monde vive et mange, mais y assister en direct, oui. avec le son en plus. Voilà, c'était tout pour moi pour ce soir. Bravo. Eh ben écoute, bravo pour les témoignages. Merci. On continue avec le suivant et le dernier, bah, c'est Michel. Michel, où est-ce que tu te caches? Ah bah t'es là, hop là. Cyril, tu voulais demander quelque chose? Non, j'avais l'impression que tu avais monté la main, c'est pour ça. Alors, Michel, attends, je clique n'importe où, ça marche pas. Hop là. Non, c'est pas Cyril que je voulais. Non. La journée a été longue, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ici. Michel, où est-ce que tu nous amènes? On va y arriver. Je vous emmène dans les îles Shetland. Donc les îles Shetland sont un archipel qui est à l'extrême nord du Royaume-Uni, à l'extrême nord de l'Écosse, et avec beaucoup d'oiseaux intéressants. Voilà, alors on y va. On y va. Hop là, je projette, voilà, partager, et c'est parti. Tac, voilà, on t'écoute. Avec eh bien, beaucoup de macareux, des macareux moines. C'est vraiment un endroit où on en voit des grandes quantités. J'y étais, je voudrais préciser, j'étais au mois de juin dernier pour la saison. Alors tu passes un peu rapidement quand même les images. Hein. Bon, il n'y a pas que des macareux. Ici, il y a un pingouin torda avec sa proie, un guillemot de Troie. Et on revient sur les macareux. Vous allez voir beaucoup de macareux quand même. Hein. Faut dire que c'est un bel oiseau. En effet. Ouais. Le guillemot est pas mal non plus. Hein. Et un guillemot avec un joli poisson. Donc il y avait énormément de guillemots, énormément, des milliers. Et certains à sourcils blancs. Oui, c'est ça. Et les macareux, ben voilà, macareux avec les petites fleurs là, à la porte de son terrier. Alors l'avantage là au Shetland, c'est que les macareux, ils n'ont pas peur et ils se laissent approcher vraiment beaucoup. Là, un guillemot de troll à l'atterrissage. On revient au macareux qui ramassait quelques choses, j'imagine, pour aménager son terrier, quelques herbes. Et ici, un fulmar boréal. Et des fulmars, il y en a pas mal. Et là, c'est un phalarope à bec étroit. Là, on n'en a pas vu beaucoup. Pour être très clair, on en a vu un seul pendant notre voyage. Donc, ils ne sont pas très fréquents là-bas. Une autre sorte de guillemot, le guillemot à miroir, beaucoup moins nombreux que le guillemot de troll.
miroir, les deux plaques blanches sur ses ailes. Ici, un petit pluvier grand gravelot, un petit immature. Hein. Donc des grands gravelots, il y en a beaucoup. Et là, une autre espèce très répandue là-bas, les trachémoteux. En gris, c'est un adulte mâle et je pense que c'est un immature, enfin un jeune avec lui, puisqu'il le nourrissait. Le même immature dans une pose que je trouvais sympa. Et puis, c'est le pays des fous de bassan, où il y en a aussi quelques milliers. Donc, toujours un spectacle intéressant, avec, je trouve, très photogénique, les fous de bassan. C'est un lieu où il y a des colonies? Oui, oui, absolument. Oui. D'accord. C'est tout à fait au nord, au nord de l'Écosse. Il y a d'autres endroits en Écosse où il y a des colonies, à Bass-Rock particulièrement, ou sur l'île de May, du côté d'Édimbourg. Et ça, c'est tout à fait au nord. Ils n'ont pas été trop touchés par la grippe aviaire et tout ça, ces colonies? Je ne sais pas exactement. Je sais qu'en France, là, sur les 7 îles, sur l'île de Croisic, il y a eu beaucoup de pertes et que la colonie se reconstitue un peu maintenant. Mais là-bas, je ne sais pas. Il y en avait en tout cas, il y en avait des milliers. Tu as eu une belle lumière, un beau soleil. Hein? Oui, on n'a pas. Il ne faut pas se plaindre. On a eu, parce que c'est quand même un climat assez difficile, assez rigoureux. Il y avait beaucoup de vent, mais on a eu la chance de ne pas avoir trop de pluie. Ça, les images des fous là ont été prises de bateaux. Ça aussi d'ailleurs. Alors ça, c'est le grand prédateur des Shetland, le plus grand. C'est un grand lame. Il attaque à peu près tout et il mange à peu près tout. Une sterne arctique. Sympa. Une prise de bec, hein, proprement dite, de sterne arctique. Et puis, on a eu la chance de voir une loutre d'Europe. Je dis la chance parce qu'elles ne sont pas faciles à voir. C'est des animaux vraiment discrets. Et c'est la seule qu'on ait vue pendant notre séjour. Elle était avec 3 jeunes. Ici, il n'y en a qu'un. Mais elle était avec 3 jeunes. C'est des photos, j'ai été quand même à une distance, à une certaine distance. Je ne sais pas, mais minimum 150 mètres, hein, 150 ou 200 mètres. Ah, c'est pas un animal qui est facile à approcher, hein, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Oui. On revient sur les macareux. Donc ça, cette photo-là, je l'ai prise à l'iPhone. Sinon, toutes mes photos, elles sont prises au 600 mm, mais là, ils étaient trop près. En fait, je m'étais posé, je ne bougeais pas, et puis les macareux étaient tout autour, quoi. On revient là au 600 mm, hein, ce n'est pas fait à l'iPhone. Donc, toujours sympa les images de macareux à l'atterrissage, au décollage, tout ça. Et puis à cette saison, il y avait toutes les petites fleurs, ce qui permettait ce genre d'image. Un fulmar qui venait faire un petit tour. Mais il nichait dans la prairie? Non. Là, non. Il s'est posé, je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant qu'il soit posé, c'est marrant ça. Absolument, parce qu'il niche dans les falaises, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que généralement, le fulmar, à part dans les falaises, on le voit dans la flotte ou en vol. Non, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Et puis c'est la seule fois où je l'ai vu comme ça. En fait, je ne sais pas trop ce qu'il venait faire. Pluvier grand gravelot.
Je vous disais, il y en a beaucoup. Et puis des courlis, alors des cendrés, ceux-là, je crois, qui se sont battus. Des courlis, il y en a énormément. Ça doit être un bécasso variable. On n'en voit pas souvent dans l'herbe comme ça. Macareux de face, enfin de face, tourner la tête vers moi. Et puis là, j'ai gardé cette photo parce que c'est un comportement habituel des macareuses. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent se dire, mais de se frotter le bec comme ça. On revient sur un grand lab, posé. C'est des gros oiseaux, hein, ça. Ah, c'est gros. C'est un bel oiseau. Oui, oui, très, très joli. On saute du coq à l'âne, si j'ose dire, un courlis en vol. Ici, c'est un jeune chevalier gambette. On revient sur un grand arbre à l'atterrissage. Et quelques instants après qu'il se soit posé. C'est joli comme oiseau. Hein. Un pluvier doré en nuptial. Chevalier gambette. Et puis un courlis cendré dans les renoncules. Il est joli dans les petites fleurs là comme ça. Voilà, oui. Celle-là, on a mis un peu de temps à faire la photo, à chercher le courlis dans les fleurs. Et on a fini par le trouver. Mais il y a beaucoup, beaucoup de courlis. Un plongeon catamaran qui était en train de couver, que j'ai pris à une bonne distance. Il était, donc on ne l'a pas dérangé, il était sur un îlot au milieu d'un petit étang. Donc c'est pris d'assez loin et c'est croppé assez fort. Le oyster catcher, huîtrier-pie. Des quantités. Et quand même le macareux avec quelques poissons, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup rapporter des poissons. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il fallait bien nourrir les petits. Toujours le macareux. Et puis un deuxième avec des poissons. Et je crois qu'on arrive à la dernière image avec ces poissons. Ça doit être la dernière, hein, je pense. C'est la dernière. Voilà, pour cette petite balade au Shetland, je ne peux que vous conseiller, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller là-bas, parce qu'il y a plein d'oiseaux et il y a des paysages absolument fantastiques. Là, je n'ai pas mis de photos de paysages, j'ai gardé que des photos d'oiseaux, mais on peut faire des très très belles photos de paysages. C'est des côtes, c'est un archipel avec des dizaines ou plus d'îles et avec des côtes très découpées. Donc c'est parfaitement intéressant. C'est une très belle destination. Je tiens à dire que j'y suis allé avec un voyage organisé par un photographe, Patrick Dieudonné. Et donc Patrick Dieudonné connaît les Shetland depuis 25 ans. Il connaît tous les points des Shetland. Là aussi, je ne peux que vous conseiller de faire un voyage avec lui. Et en plus, visiblement, vous avez eu du beau temps, vous avez de la chance. Oui, alors on a eu un peu de chance, hein, parce que effectivement, le climat peut être quand même très mauvais. On s'est fait rincer vraiment qu'une fois, quand on est monté sur les falaises qui sont tout à fait au nord.
il y a à peu près une heure et demie de marche pour arriver en haut des falaises. On avait vu que la météo n'est pas très bonne. On a fait l'allée, il ne pleuvait pas. On a pu voir nos macareux, nos fous de bassin et tout, c'était magnifique. Et on est redescendu sous la pluie, mais 1 heure et demie de marche sous la pluie. Donc on était bien en arrivant au retour à la voiture. Donc ça c'est le risque, effectivement, de balade au Shetland, c'est qu'il peut y avoir un temps complètement pourri. Nous, on a eu de la chance. C'était au mois de juin. Voilà. Des questions pour Michel? Bon, ils sont pas bavards ce soir. Bon, mais il est temps. En tout cas, c'était une belle présentation. Ouais, en plus, ça nous a fait un beau rappel du printemps, ce qui est très bien, ou du début de l'été. En ces derniers jours de l'été, ça fait du bien. Voilà. Ok, et bien encore merci et bravo Michel. C'est sur cette projection qu'on va arrêter donc notre séance technique. J'ai un trou de mémoire. Loïc, tu peux nous rappeler le nom de l'invité du mois prochain? Il faut que je le retrouve. Pourtant j'ai révisé, hein, mais... Je vais le trouver tout de suite. D'ailleurs, ce serait bien de me transmettre la liste pour les mails. Elle est sur le drive. Et tu peux noter, Corinne, je n'ai pas eu le temps de renvoyer un message. Ah bah si, j'ai renvoyé un message à ton tendre et doux mari que normalement c'est bon pour le mois de février. D'accord. Puisqu'il m'avait demandé si c'était bon pour février, a priori ce sera bon. Ok. Attends, je cherche le planning, voilà. Alors, le septembre-octobre, Michel Andrieux. Ah, c'est Michel. Ah bah oui, effectivement, c'est Michel. Bon, j'ai pas beaucoup de photos, j'avais une trentaine seulement. Oh, t'en avais un peu plus, je crois. Hein. Sinon, non, je crois que t'en avais une soixantaine. Attends, je vais regarder. Ouais, parce que du coup, je les ai remises dans le bon dossier. Je vais te dire combien t'en avais. Justement, je retourne sur le truc de la SCPF. SCPF séance technique. Alors, pour le mois d'octobre, Michel Andrieux, tu as 76 photos. Oh. Donc, ça fera une belle séance. Mais de toute façon, tu ne seras pas le seul. Il y en a d'autres qui vont bien nous présenter des images. Et puis, juste pour information, en novembre, ce sera Patrick Mas qui nous présentera. Voilà, c'est ça. Ouais. Il est là, Patrick? Oui, je suis là, c'est tout à fait d'accord. Je suis en train de préparer le fichier, il n'y a aucun problème. Ok, super. Voilà. Tu peux nous donner le sujet? C'est une représentation, c'est un panel représentatif de toutes mes photos animalières depuis 4-5 ans. Donc il y a à la fois du cerf, du macareux, du phoque, de la proxy. Voilà, c'est un panel représentatif de toutes les photos. Ça fera un beau programme pour le. Absolument. Voilà. Pour avec de l'artistique et de la proxy aussi en macro, avec aussi de la surimpression. Parfait. Olivier? Oui. C'est mon mail qui est indiqué là. Et tu peux mettre mon nom. Enfin bon, ah non, ça je peux pas. C'est toi qui dois le faire. Dans Gmail, il faut que tu mettes ton nom. Sinon, c'est ton adresse mail qui est mise directement. Okay. Oui, ce serait mieux si c'était ton mail. C'est clair. Mais ça, il faut que tu ailles dans les paramètres de ton compte Gmail et tu vas pouvoir le changer. Okay. Ton compte Google. Ok, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, d'ici là, faites de bonnes photos. Ok. Au revoir. Merci à tous et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir.